Là, pareil, j'aimerais vous demander, quand vous voyez cette photo, est-ce que vous savez ce que ça représente? Est-ce que vous avez une idée? Non? Oui? Non? Alors, c'est une puce électronique. Dedans, il y a un semi-conducteur. Il y en a partout. Donc, il y en a dans nos ordinateurs, pareil, dans nos téléphones portables, dans nos tablettes, éventuellement dans les montres connectées, dans les machines, dans les voitures. Il y en a partout. Je ne vais pas vous poser la question, je vais vous poser la question, mais comment c'est fabriqué? Alors, j'ai sorti les chiffres, ah mince, ça ne se voit pas très bien, de Gautier-Roussy, qui a sorti une étude. Ils sont assez impressionnants. Donc, la fabrication de ces semi-conducteurs, ça inclut des centaines de produits chimiques, des douzaines de procédés de types différents et des centaines d'étapes. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on grave extrêmement petit. Donc là, ce que j'ai marqué, c'est l'échelle du nanomètre. Un nanomètre, pour vous représenter ce que c'est, imaginez de prendre un de vos cheveux ou un de vos poils et de le couper en 1 million. Et une de ces parties, c'est 1 nanomètre. Donc c'est extrêmement petit. Donc il faut s'imaginer que ça, c'est une technologie de pointe qu'on utilise tous les jours sans s'en rendre compte. Et pareil, je vous ai mis les chiffres toujours sortis de cette même étude. Les machines qui créent ces semi-conducteurs, les chiffres pour moi sont tout à fait aussi énormes. Cette machine-là, elle est composée de 100 000 pièces, 3 000 câbles, 40 000 boulons, 2 km de tuyaux. Elle pèse environ 180 tonnes, expédiée dans 40 conteneurs, et elle a des composants de plus de 5 000 fournisseurs. Donc c'est juste une logistique incroyable, une technologie incroyable, et ça demande vraiment beaucoup de partenariats. On est dans le petit, et là maintenant on va aller voyager dans le grand. Donc je vous ai parlé d'hébergement tout à l'heure, de data center. Il y a un mot pour les data centers qui sont au-delà d'une certaine taille. Le mot, c'est le hyperscaler. Donc au-delà de 5000 serveurs et de 900 mètres carrés de surface, on a un hyperscaler. Ici, vous voyez le bâtiment d'une société qui s'appelle Switch, qui est aux États-Unis. On est à Las Vegas. Je vous ai dit que je vous ferai voyager. Ici, il y a une vue de haut, donc vous voyez les petites maisons ici, et là en fait, c'est les data centers de cette société. Sur le site de Las Vegas, il y a déjà 3 sites. Ça, c'est juste un seul site. Et pour vous rendre compte, je l'ai mis à l'échelle de l'UNIL. Donc ici, c'est une partie du site de l'UNIL. On se trouve ici, plus particulièrement, sur le petit, la tente se trouve là. Et si vous connaissez la banane, donc qui est la bibliothèque de l'UNIL, vous voyez ici la route cantonale. Le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure rentre dans cet espace. Donc il faut visualiser que ce sont des espaces qui sont énormes et qui sont dédiés, alors pas que pour l'IA, mais aussi maintenant on construit des data centers juste pour l'IA. C'est environ 40 000 carrés, 40 000 mètres carrés, ce bâtiment. On va continuer de parler des data centers et des industries en zone de stress hydrique. Donc, cette carte, il faut vraiment faire attention. Ici, on voit uniquement les data centers de Google, Amazon et Microsoft, et ceux qui sont uniquement en zone de stress hydrique. S'il y avait une carte de tous les data centers, ça serait beaucoup plus dense. Ce que je trouve intéressant dans cette carte, donc déjà, on voit les zones en marron. Je ne sais pas si ça se voit très bien depuis les chaises. Il y a 2 types de points. Les points verts qui représentent les data centers qui sont actifs et ceux qui sont en train d'être construits. Et ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, on voit que les points sont assez groupés. Donc même quand on sait qu'il y a des problèmes, on continue à construire les data centers aux mêmes endroits, parce qu'il y a d'autres enjeux. On voit qu'il y a des pays, on va dire, riches, plutôt du nord, qui sont représentés, puis des pays, qu'on va dire, pauvres du sud. On voit aussi qu'au niveau européen, on est quand même concerné, parce qu'il y a l'Espagne et il y a la Grèce. Et en fait, on n'a même pas besoin d'aller, on va dire, aussi loin. À Grenoble, donc qui est en France voisine, il y a une industrie du semi-conducteur qui est présente. Et il se trouve que ça marche très bien. Donc à un moment donné, ils ont voulu se développer. Et la population locale a manifesté, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire les semi-conducteurs, on a besoin de beaucoup d'eau, énormément d'eau. Et donc, ça commence à créer des conflits, en fait, entre les personnes qui vivent sur ces sites et les industries. Là, on va parler de l'informatique de manière globale.
Et je voudrais vous montrer l'évolution entre 2015 et 2022 des usages. Donc là, on voit que les utilisateurs d'Internet ont augmenté de 78%, le trafic Internet de 600% et la charge sur les data centers de 340%. Donc on voit que les usages, donc là, ce n'est pas que l'IA, hein, c'est vraiment l'informatique de manière générale, les usages explosent. Et si on regarde comment ça se traduit en termes d'électricité, donc tout à l'heure on était sur 2015-2022, là on est sur 2022-2026, sachant que 2022 c'est ce qui a été mesuré, 2026 c'est ce qui a été estimé. On voit ici la zone verte qui est dédiée aux data centers qui sont dits standards, le bleu foncé pour les crypto-monnaies, et il y a du bleu clair, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais il y a une fine couche de bleu clair en 2022 pour l'IA, qu'on estime à 50 TWh en 2026, et environ 50 TWh, c'est ce que la consommation électrique qu'il y a eu en Suisse en 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est l'estimation la plus basse. La plus haute, c'est 400 TWh. Donc, on ne sait pas trop encore où est-ce qu'on va se trouver, mais ça reste que c'est une croissance qui est très significative. On va aller un peu plus dans le détail pour l'IA. Donc, on parle souvent des phases d'entraînement et d'inférence. Donc là, j'ai repris une slide de Samuel Rincé qui parle particulièrement de l'entraînement, des modèles Llama de l'entreprise Meta. Donc ça, ce sont les différents modèles que vous voyez, avec le nombre de paramètres qui est spécifié. Et dans les chiffres qui se trouvent là, en fait, ce sont les émissions de CO2 qui sont associées au modèle. Le B, il correspond à B comme billions, et ça correspond à milliards. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, entre Llama 1 et Llama 3.1, on a augmenté par 3 le nombre de paramètres, mais on a multiplié par 52 les émissions de CO2. Donc, ce n'est pas du tout linéaire la relation entre le nombre de paramètres et les émissions de CO2. Maintenant, il y a le modèle Llama 4 qui a 2 trillions, donc c'est 1000 milliards de paramètres. On n'a pas encore les chiffres, mais ça serait intéressant de savoir maintenant à combien d'émissions on est pour la phase d'entraînement de ce modèle. On parle IA, mais ça reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, un terme générique. Il y a plein d'IA différentes pour plein d'usages différents. Et ce qu'on voit dans cette étude, c'est que entre la génération d'images et la génération de texte, il y a un rapport de 1 à 100, c'est-à-dire on consomme 500 fois plus d'énergie quand on génère une image que quand on génère du texte. Oui ? Oui. Non, mais Oula. Ma question c'est, est-ce que ce chiffre provient de chercheurs indépendants ? Oui. Ok, donc ils ont eu accès aux chiffres de Meta ou c'est une très grosse estimation? Alors là, en fait, vous voyez en bas, mais c'est des chercheurs qui ont collaboré avec Meta pour avoir ce chiffre. Alors non, c'est presque exclusivement des recherches qui sont faites en externe, sans de chiffres donnés par l'entreprise. Donc ça reste quand même une estimation. C'est exactement. Alors c'est ce que j'ai dit au tout début de la présentation. Les chiffres, je les mets. Mais en fait, il ne faut pas s'accrocher aux chiffres. On est d'accord. Il faut toujours avoir en idée que c'est des estimations et qu'il faut vraiment comprendre les enjeux. À cause exactement de ce que vous venez de dire. C'est comme là, par exemple, ce que j'ai dit pour l'électricité. Entre 50 TWh et 400 TWh, ça laisse quand même une fourchette qui est énorme. Mais voilà, il y a plein de types de projections différentes avec plein de sources de données différentes. Donc c'est toujours des chiffres à prendre avec du recul. Et par rapport à votre slide d'après, du coup, oui. Est-ce que vous avez le chiffre annoncé par Meta pour avoir une comparaison entre ce qu'ont calculé les chercheurs et ce qu'annonce Meta? Alors pour l'instant, je n'ai pas vu de chiffre avancé par Meta. Okay. Donc il y a Mistral qui a avancé quelque chose, il y a Google qui a avancé quelque chose il n'y a pas très longtemps, mais moi j'ai rien vu de la part de Meta. Ok, merci. Avec plaisir. Donc voilà, on était là et l'idée c'était de dire qu'entre les usages, on peut pas assimiler tous les usages à une seule consommation énergétique.
Ici, je vous invite à noter, alors je n'avais pas fait attention que c'était tronqué, mais ce qui est important de regarder, c'est le nom de ce collectif espagnol qui a créé cette carte. Moi, je vous recommande en fait d'aller la consulter. Ça permet de visualiser tous les enjeux et tous les usages sur un seul document. Donc ça, c'est la cartographie de l'IA générative. On n'a pas le temps pour traiter tous les thèmes, donc j'ai choisi d'en approfondir deux. Un sur l'environnemental et un sur le social. Donc ici, c'est l'utilisation des minéraux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour fabriquer des puces, on a besoin de minéraux. Je vous ai parlé de l'eau qui doit être très très pure, mais en fait, on utilise aussi que des éléments ultra purs pour la fabrication des puces que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, les minéraux ne sont pas uniquement pour l'industrie informatique, il y a aussi pour les autres industries. Donc par exemple, le photovoltaïque ou les batteries. Et maintenant, alors ça fait quelques années qu'en fait, de nouvelles puces sont créées pour l'IA. Donc il y a les puces, on va dire standards, les CPU, il y a les puces pour les cartes graphiques. Et maintenant, en fait, il y a de nouvelles puces qui sont créées. Par rapport à l'étape de fin de vie, donc je vous ai parlé de recyclage tout à l'heure, mais en fait, en informatique, on n'utilise pas de minéraux qui sont recyclés. Et je vous ai expliqué tout à l'heure, on travaille à l'échelle du nanomètre, qui est extrêmement petit. Donc, c'est extrêmement compliqué de recycler des matériaux qui sont à ce niveau d'échelle-là. Et en plus, ils créent des nouveaux alliages. Donc pareil, c'est comment on traite ces nouveaux alliages, on ne sait pas encore faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité des éléments, elle va baisser lors du recyclage. Donc, avec ces deux points, la conclusion, c'est que, en fait, on a des besoins croissants en minéraux. Pour le côté social, je vais vous parler du travail humain, parce que souvent, on parle d'ingénieurs, de combien sont payés les ingénieurs pour faire les modèles, mais il y a du travail humain derrière qui est fait pour deux tâches spécifiques. Donc, on a la phase d'ajustement, ou fine-tuning en anglais, qui permet d'améliorer le modèle. Donc, les personnes vont noter les réponses, elles vont donner des informations au modèle pour qu'il puisse être amélioré à un certain contexte. Et puis, il y a une phase de filtrage ou filtering qui est aussi utilisée pour les réseaux sociaux. C'est de la modération de contenu toxique. Donc, il peut y avoir du contenu haineux, sexuel, violent, extrême ou explicite, controverse politique. Donc, que des sujets qui sont quand même difficiles à traiter. Et ces personnes vont être exposées à ça pour que nous ne le soyons pas. Ces personnes-là, elles ne sont pas directement embauchées par les entreprises d'IA, elles sont embauchées par des intermédiaires. Ces intermédiaires n'ont pas de contrat à proprement dit, donc ces personnes peuvent être licenciées du jour au lendemain si on estime qu'elles ne font pas bien leur travail. Elles ont des mauvaises conditions de travail, elles travaillent beaucoup d'heures pour un salaire qui est très faible, donc c'est un salaire qui leur permet vraiment de survivre, mais pas de pouvoir augmenter leur qualité de vie. Ça a un impact évidemment sur la santé mentale en fonction du contenu qu'ils vont regarder. Et là, pareil, c'est une estimation qui est très large, mais c'est entre 150 et 430 millions de travailleurs. Donc la fourchette est énorme, mais ça reste que même 150 millions de travailleurs, c'est une population énorme qui est impactée par ces impacts-là. Alors pour conclure, ce qu'on a vu, c'est que avec l'IA, on peut faire plein de choses. On a la génération de texte, d'images, de sons, de la vidéo. On peut l'utiliser pour apprendre, pour les loisirs, pour travailler. Mais, comme je vous l'ai montré maintenant, il y a différents types d'impacts environnementaux, sociaux et éthiques. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a rien qui est gratuit. Il y a un prix à payer pour ça. Je vous l'ai dit, donc l'IA, c'est basé sur l'informatique qui, elle, est basée sur l'utilisation de matériel et de ressources. Donc souvent, on entend parler de digitalisation ou de dématérialisation, mais en fait, votre papier, votre crayon que vous n'avez plus avec vous, ça devient des ordinateurs qui sont beaucoup plus consommateurs de ressources que ce qu'on avait auparavant. Je suis restée un peu light, mais en gros, les architectures sont extrêmement complexes. Donc, c'est aussi des choix difficiles à faire. Et on arrive justement à avoir des informations de l'extérieur. C'est très difficile d'avoir accès à ces informations. Et l'idée, c'était de vous faire comprendre que des fois, on peut parler de l'IA qui a des mauvais effets, mais il y avait déjà ces effets-là qui étaient existants au niveau de l'informatique. Mais l'IA, c'est vraiment un catalyseur. Ça propulse la problématique à un état qu'elle n'avait pas avant. Donc, c'est un défi majeur
qu'on ne peut pas laisser uniquement dans les mains des entreprises privées comme celle-là actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut questionner nos besoins et regarder comment on peut répondre à notre besoin. Donc, il y a l'approche Avoid, Shift, Improve, éviter, reporter, améliorer. Il y a l'approche de la frugalité, on pourra en discuter un peu tout à l'heure. Il y a le fait d'apprendre. Donc, je vous propose trois moyens différents en fait, d'apprendre. Donc, il y a la fresque du numérique, qui n'est pas spécifique à l'IA, mais que je trouve très intéressante, qui est sous forme d'atelier. Il y a la bataille de l'IA, qui est un jeu. Et il y a une BD Utopia qui a été faite, qui je trouve est vraiment très accessible et permet vraiment de comprendre les enjeux. Et plus particulièrement pour les développeurs, peuvent mesurer. Comme ça aussi se rendre compte soi-même de voilà, quand on fait quelque chose, quel est l'impact qu'il y a derrière. Là, je fais vraiment un condensé de tout ce que je vous ai dit avant. Si j'avais qu'une minute avec vous et que je voulais vous passer des messages, voilà ce que je voudrais que vous reteniez. L'IA, c'est de l'informatique, c'est pas séparé. Et l'informatique, c'est du matériel. L'informatique, ça a des impacts déjà environnementaux et sociaux. Et j'espère que vous l'avez compris, tout est interconnecté et complexe. De plus, l'évolution technique de l'IA et de son utilisation est extrêmement rapide. Ce qui fait qu'on n'a jamais vu ça jusqu'à maintenant. Et donc, nous, on doit questionner nos besoins et nos usages par rapport à cette situation. Ce qui fait qu'on a un grand pouvoir, et c'est à nous de l'utiliser pour une bonne fin. On a de grandes responsabilités. Voilà. C'est tout bon, j'en ai fini. Merci. Magnifique, merci beaucoup Julia. Donc on a pas mal de temps pour les questions, c'est parfait, en tout cas bien 15 minutes. Donc je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle chez qui ça a inspiré certaines interrogations. Voilà, toujours la première question qui est la plus difficile. Voilà, parfait. Alors je vais juste vous donner le micro parce que comme ça on pourra vous entendre et puis l'enregistrement également. Voilà, je vous en prie. Bonjour. Du coup, est-ce que par rapport à toutes ces consommations et ces impacts en termes d'utilisation des ressources, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites pour améliorer et diminuer cet impact-là? Alors, il y a des recherches qui sont faites. Les recherches qui sont faites principalement, c'est au niveau de l'efficacité et de l'efficience. Donc, c'est réduire la consommation énergétique, faire en sorte que ça soit refroidi de la meilleure manière possible, etc. Mais tant que nous, on augmente nos besoins et nos usages, en fait, ça sera pas la même on n'est pas du tout à la même échelle. Donc, il continuera à avoir des data centers qui seront peut-être mieux gérés, mais on va toujours avoir cette explosion des usages qui fait qu'on va consommer de plus en plus. Est-ce qu'on sait aujourd'hui mesurer quelle serait la consommation avec une utilisation autre que celle de l'informatique pour les usages qu'on peut en avoir? Excusez-moi, j'ai pas entendu, parce que moi, j'ai pas le son. Ah, pardon. Donc, si vous pourriez parler juste un peu plus fort. Du coup, je peux pas. Est-ce qu'on sait aujourd'hui mesurer la consommation qu'on pourrait avoir pour le même usage, mais une utilisation autre que celle de l'informatique? Ça doit certainement exister, mais alors là, tout de suite, j'ai pas de chiffre en tête. Ouais, Par exemple, si je fais un chat, si je fais une requête, quel est l'équivalent dans un autre usage, c'est ça? Ouais, imaginons, j'en sais rien, moi, qu'on remplace le mail par le courrier. Oui. Est-ce qu'on connaît la consommation qu'aurait l'usage de l'envoi d'informations par courrier par rapport à la consommation par mail? Ça, je suis assez sûre que c'est fait. Mais je ne sais pas si toi, Johan, tu as les informations là-dessus. Oui, alors certaines en tout cas, il y a 4 ou 5 ans, la RTS avait fait une estimation avec le laboratoire Quantis de l'EPFL. Ouais. Alors c'est toujours difficile en fait parce que de comparer deux choses parce que le service qui est rendu n'est pas exactement le même entre le courrier et le mail d'un point de vue du temps de livraison, etc. Souvent, en tout cas la comparaison entre papier et puis électronique que tu as mentionné tout à l'heure, si c'est vraiment exactement la même utilisation, c'est un peu équivalent.
Donc il n'y a pas de bénéfice à passer sur le numérique. Et puis il n'y a pas de bénéfice énorme à rester sur le papier, vu l'utilisation qu'on a aujourd'hui. Après, comme Julia l'a mentionné, en fait, c'est plutôt le système qui est derrière et toute la complexité de ce système et ce que ça implique, notamment au niveau de l'augmentation de l'utilisation ensuite, parce que ça permet en fait d'autres utilisations et donc on ne va pas juste envoyer un mail, en fait, on va peut-être envoyer des newsletters et puis on va en fait chatter avec nos amis par mail au lieu d'utiliser une autre version. Donc c'est plutôt en fait ces augmentations de consommation qui vont vraiment être significatives. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de gens qui s'intéressent spécifiquement à remplacer un service numérique par un service qui serait équivalent analogique ou non numérique, parce que ça rendrait pas exactement ça atteindrait pas les mêmes buts en fait. Justement, un void shift improved et encore deux que ça m'échappait. En fait, si vous pouvez développer un peu au niveau d'apprendre. Oui, alors là, c'est des choses qui sont très accessibles. Donc ça, ce sont des ateliers auxquels vous pouvez vous inscrire. Donc il y a la fraise. Au niveau questionnaire, je m'excuse. Ah, ok, là. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Johan. Le void, c'est vraiment se dire, est-ce que j'en ai besoin ? Donc si j'en ai pas besoin, j'utilise pas, ou peut-être j'utilise. Bon, ça c'est la frugalité. J'utilise plutôt pour le travail. Shift, c'est par exemple utiliser un modèle qui serait plus petit. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du nombre de paramètres dans Yammer. Donc il y avait beaucoup de paramètres. Dire voilà, au lieu d'utiliser un modèle qui est général, je peux utiliser un modèle qui est plus petit, qui est adapté à mon besoin, peut-être le besoin médical, peut-être le besoin juridique, qui va avoir moins de données, qui va avoir peut-être des réponses qui sont plus pertinentes et qui va derrière avoir besoin de moins de matériel et moins d'énergie pour consommer. Et l'améliorer, ça serait... Alors là, c'est justement augmenter l'efficience en général. Voilà. Le reporter, on est plutôt sur changer le... Enfin, c'est un peu ce que tu as dit, mais l'améliorer, c'est vraiment se concentrer sur l'efficience de ce qui existe actuellement. Si je prends un autre exemple, le chauffage. Vous avez un chauffage à mazout, vous augmentez l'efficience de votre chauffage à mazout, qui va continuer d'utiliser du mazout, mais qui va juste en utiliser peut-être 10% de moins. Puis en fait, le problème, c'est que souvent, les gains ici sont assez faibles. Enfin, c'est rare qu'on arrive à beaucoup plus que 10-15% de gains d'efficience, en tout cas sur des technologies qui sont déjà bien implantées. Merci à vous. Oui, je t'apporte le micro. Les études anticipent déjà le peak oil pour le pétrole. Est-ce que des études peuvent anticiper, je me doute que c'est compliqué, un pic de production et de consommation énergétique à l'avenir ? Alors, je pense que c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est les 400 TWh. Et en fait, on voit que sur la carte que j'ai montré tout à l'heure avec l'eau, on voit que les data centers sont très regroupés. On sait qu'il y a des data centers qui s'implantent dans des endroits où il n'y a pas assez de capacité énergétique en fait, pour les fournir, que ce soit dans les villes ou même à l'extérieur des villes. Il y a des gens qui mettent en place des mini-réacteurs nucléaires pour pouvoir fournir, donc on voit bien qu'il y a une grosse demande. Donc en fait, le sujet il est là, mais moi je n'ai pas vu d'études passer là-dessus. Et je pense qu'en fait c'est contraire à la mentalité de dire que c'est bon, on peut y aller et ça va marcher. Donc... mais peut-être, ça serait intéressant de regarder. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent de la salle ? Alors je vais me permettre d'en poser une, spécifiquement sur ce que vous faites à EcoCloud. Quand on a préparé cette séance, j'ai trouvé particulièrement intéressant ce que tu disais sur les limites que vous-même en fait, vous trouvez dans votre pratique de gestion de centres de données, en essayant de faire le mieux possible et de voir en fait que même dans un cadre qui est bien maîtrisé, il y a un certain nombre d'impondérables qui sont très compliqués à gérer. Si tu peux nous parler un petit peu de ce que vous faites et puis justement un peu de ces limites. Oui. Alors ça va être au-delà de l'EPFL, mais par exemple, quand on a un data center, on a donc l'alimentation électrique, mais si jamais on doit assurer un service, donc ça veut dire que si cet aliment électrique ne répond plus, on a une coupure d'électricité, on doit avoir un système de batterie. Ces batteries, j'en ai un peu parlé tout à l'heure dans les minéraux, mais c'est aussi du matériel supplémentaire qu'on doit tester. On a aussi des génératrices qui vont fonctionner au fioul qu'on doit tester, donc il va y avoir plein d'émissions qui sont
en dehors en fait par exemple des puces ou des serveurs ou de l'utilisation de l'électricité pour faire du calcul. La gestion du bâtiment, c'est un métier en soi aussi. Donc là aussi, il y a d'autres problématiques. Le refroidissement en est une. Il y a plein de types de refroidissement différents. Où soit on va utiliser plutôt de l'électricité pour refroidir, soit ça va être plutôt de l'eau. Mais quoi qu'il arrive, il va y avoir un impact. C'est pour ça qu'il y a certains data centers, il y a certaines sociétés qui implantent leurs data centers plutôt dans les pays du Nord, particulièrement en Irlande. Mais là, on voit qu'en Irlande, en fait, ils arrivent à la saturation de la consommation électrique. Donc ils ont des problèmes, justement, des conflits d'usage par rapport à l'électricité, parce qu'ils sont exactement à la limite. Donc il n'y a pas eu d'études pour ça, mais ils savent, eux, ils ont tapé la limite. Donc voilà, je réfléchissais à ta question. Peut-être si tu peux dire un mot de plus sur l'eau en fait, parce que c'est vrai que si vous avez suivi un peu en ligne les débats, enfin peut-être ou peut-être pas, mais entendu en tout cas, on parle souvent de la consommation d'eau des intelligences artificielles génératives. Justement, enfin tu parlais du refroidissement des serveurs avec de l'eau. Oui. Comment ça se passe? Parce qu'on peut imaginer que c'est un circuit fermé, et puis du coup c'est bien maîtrisé, l'eau qui rentre en fait, elle passe, elle se chauffe un peu, puis après on la ressort telle quelle, un petit peu plus chaude. Oui. Est-ce que c'est comme ça dans la réalité? Alors, il y a plein de types de refroidissement différents avec de l'eau. Quand je vous ai montré le data center tout à l'heure qui était grand, qui rentrait dans l'espace de l'UNIL, eux, ils vaporisent de l'eau. Donc, ils vaporisent de l'eau et après, cette eau, elle est évaporée et elle part. Et en fait, ce qui est embêtant, enfin plus qu'embêtant, en fait, c'est vraiment problématique, c'est que l'eau, elle est prise à un endroit, mais elle est évaporée et puis elle va précipiter à un autre endroit. Donc on la prélève de son endroit naturel et puis on la remet pas dedans. Donc ça déjà ça va avoir des impacts. Ensuite il peut y avoir des circuits fermés où justement l'eau circule. Et là c'est pareil, j'aime pas trop le terme consommation parce que là elle n'est pas évaporée, par contre elle est retirée à un instant donné. Et comme les industries, il n'y a pas que les data centers, les industries aussi utilisent l'eau, les collectivités, tout le monde utilise l'eau en fait de nos cours d'eau. Bah, ça veut dire que si chacun fait ça, on diminue les débits des cours d'eau. Donc oui, ils sont dans des cours d'eau qui sont fermés, mais en fait, on doit faire des traitements pour que cette eau puisse être utilisée dans ces data centers, comme pour les industries, en fait. Il y a des traitements spécifiques. Quand on la remet, effectivement, potentiellement, elle peut être un peu plus chaude que ce qui est... Alors, ce n'est pas le cas ici, mais à certains endroits, elle peut être plus chaude, ce qui provoque des problèmes avec la biodiversité, parce que surtout au niveau de l'eau, les espèces sont très sensibles. Et puis là, quelques degrés de température, c'est suffisant en fait pour créer des problèmes au niveau de la biodiversité. Et là, en fait, nous, on regarde le direct liquid cooling, qui consiste en fait à amener l'eau vraiment directement sur la puce que je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, en général, c'est dans les armoires, dans les racks, qu'on va faire cette ventilation avec de l'eau dans les circuits, dans les portes. Mais là, c'est vraiment de l'eau directement sur la puce, parce qu'en fait, c'est elle qui chauffe. C'est le composant, et surtout en IA, avec les nouvelles puces qui ont sorti, la capacité thermique, en fait, ça dégage énormément d'énergie. Donc, il faut autant d'énergie pour pouvoir baisser cette température. Donc, il y a différents modèles avec différents impacts au niveau de l'eau. Super, merci beaucoup. Est-ce que ça génère d'autres questions du côté de la salle? Je vais peut-être me déplacer là-bas, vous passer le micro. Oui, volontiers. Juste, je voudrais rebondir sur l'exemple que vous avez pu dire. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler plus fort parce que j'entends rien? Excusez-moi. Je voulais juste, dans la continuité de ce que vous venez de dire, pourquoi on ne récupère pas la chaleur que tout ça occasionne? Oui, alors typiquement le PFL, on récupère la chaleur fatale donc du bâtiment et en fait on l'utilise pour réchauffer d'autres bâtiments. Donc ça c'est un des moyens en fait qui permet de capitaliser, on va dire, sur les impacts qu'il y a déjà. Donc ça c'est fait, il y a Infomaniac qui le fait, j'étais en train de chercher, il y a Infomaniac qui le fait, donc il y a plusieurs sociétés qui le font, ou comme le PFL qui est une société on va dire indépendante, une école indépendante. Donc ça ce sont des choses qui sont faites, mais ça ne diminue pas les impacts en amont qui ont été faits. Ça permet d'en éviter d'autres en aval. Et peut-être on peut juste, pardon, je me permets, en attendant que vous posiez les questions, de mentionner que là on est quand même sur des sur des centres de données qui sont parmi les meilleurs au monde. Infomaniac, ce qu'ils ont sorti à Genève, effectivement, ils utilisent la chaleur fatale pour chauffer le quartier qui est à côté.
il n'y a quasiment aucun centre de données au monde, enfin tu me corriges si je me trompe, qui fait ça aujourd'hui. Et vous avez vu à Las Vegas, c'est pas le problème de la chaleur chez eux. Donc en fait, il y a des très bonnes solutions, mais ensuite il y a assez peu d'endroits où les capacités techniques sont présentes et la volonté probablement industrielle aussi est là pour avoir ces synergies. Mais clairement, en théorie et en partie en pratique, il y a des synergies très intéressantes. Et est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites sur la déconcentration? Je suis désolée. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites sur la déconcentration? Parce que finalement, quand vous avez un énorme data center, il va y avoir une énorme consommation de l'eau à un endroit précis, etc. Et je dis même au même titre qu'on est humain, si je suis toute seule à boire l'eau de la rivière, il n'y a pas de souci pour la rivière. Par contre, si on est des millions, là, il commence à y c'est le avoir volume. Oui. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites pour exploser un peu tout ça et le disséminer pour que les impacts puissent être minimes partout où ils peuvent être? Alors là, il faudrait regarder justement ce que les géants font, mais en fait, généralement, ils ne le font pas, parce que déjà, en fait, quand vous êtes éloigné physiquement, il y a ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire que l'information, elle voyage plus lentement, enfin pas plus lentement, c'est-à-dire que les communications se font plus lentement, et maintenant, nous, quand on veut quelque chose sur notre téléphone, on le veut tout de suite. Même en termes de millisecondes, la volonté des géants, c'est que tout réponde tout de suite. Donc eux, ils n'ont pas intérêt en fait à faire ça. Donc pour cette question de latence au niveau de la communication, aussi c'est plus facile à gérer parce que si on est regroupé plutôt que si on est disséminé. Ensuite, il y a aussi des impacts au niveau géopolitique. Donc et aussi économique. On va s'implanter dans des endroits qui sont plus au niveau fiscal qui peuvent être intéressants, ou peut-être au niveau aux États-Unis, eux ils ont comme la Confédération, ils ont des États qui vont être plus demandeurs ou pas. Donc il faudrait le faire, mais après il y a d'autres choses dans la balance. Ma question c'est, est-ce que vous avez une estimation en pourcent ou en mètre cube d'eau entre un petit data center des années 2010, un hyperscaler et maintenant les méga campus de systèmes d'IA générative? Est-ce qu'on a un peu une sorte d'échelle de savoir de quoi on parle? Alors là, en échelle, en termes de consommation électrique ou en termes de... Les deux en fait, principalement l'eau, mais pour se rendre compte des mètres cubes nécessaires en 2010 VS les nouveaux data centers qui sont en train d'être construits pour spécialement l'IA générative. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si des techniques différentes existent, typiquement, vous avez vu le data center que j'ai montré tout à l'heure, il est flambant neuf. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été fait, mais il est récent. C'est pas quelque chose qui a été fait il y a 30 ans. S'il utilise de l'eau, déjà, il n'y a pas forcément de relation, ce que j'essaie d'expliquer, entre la date de création du data center et la technologie qu'il va utiliser derrière. Parce que ça va dépendre de l'implantation, des prix. Est-ce que l'eau est bon marché? Est-ce que l'électricité est bon marché? Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Par contre, il y a une notion qu'on a vue qui est le PUE, donc c'est l'efficacité, le Power Usage Effectiveness. C'est l'efficacité énergétique d'un data center. Là, elle augmente parce que les entreprises n'ont pas intérêt à consommer beaucoup d'électricité. Donc eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de diminuer la consommation électrique. Donc là, on voit que cette efficacité, elle augmente. Mais, comme il y en a plus, voilà, les impacts restent là et restent importants. Ma question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut estimer que l'usage et le déploiement massif, agressif des IA génératives fait que ça va demander plus d'eau au-delà du fait qu'on en utilise plus? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est des systèmes qui demandent plus d'eau de manière générale? Parce qu'en fait, ça consomme plus d'électricité, donc le matériel va plus chauffer, donc on doit plus le refroidir. Donc là, définitivement, avec l'IA de manière générale et l'IA générative, ça demande beaucoup plus de capacité de refroidissement, que ça soit de quelque manière que ce soit. Donc si c'est avec de l'eau, effectivement, ça va demander plus d'eau pour de l'eau plus froide, de l'eau qui est renouvelée plus rapidement. Donc oui. Et est-ce que vous avez en tête le chiffre des data centers en construction spécifiquement pour les systèmes d'IA générative? Non. Non. On n'a pas de planification en disant ils vont en mettre 100 de plus, 200 de plus? Non, parce que c'est... chaque entreprise déploie, il n'y a pas de plan, on va dire, mondial avec lui il peut pas, lui on lui a dit oui pour deux, enfin, ou en tout cas c'est pas public. Peut-être que c'est mais que c'est pas public. Ok, merci.
Merci beaucoup. J'en profite pour pouvoir clore cette session vu qu'on est arrivé à la fin du temps. Merci beaucoup Julia pour ces informations. Merci.